Bonjour à tous et merci à tous d'être présents et aussi nombreux, puisque vous êtes déjà plus de 90 sur la plateforme à nous suivre ce matin. Preuve s'il en était que le thème de l'éco-responsabilité au sein de l'écosystème publicitaire est devenu essentiel et primordial. Je me présente donc, je suis Eric Schnubel, directeur général de l'IAB France. Je vais donc modérer ce webinaire ce matin, qui est le fruit du travail et de la réflexion de la Task Force Emploi et RSE qui a été initiée début 2020. Je remercie au passage d'ailleurs tous les participants et membres de cette Task Force qui ont traité au cours de cette année des sujets aussi divers et complexes que la diversité, l'inclusion numérique et sociale, et donc l'éco-responsabilité que nous allons aborder ce matin. Notre programme est riche et dense. Nous avons prévu plus d'une heure avec un temps d'échange à la fin si le temps le permet justement. Dans un premier temps, avec Adeline Gabet, qui est consultante numérique responsable, nous allons introduire le sujet et contextualiser la problématique du numérique. Dans un second temps, avec Farah Bellabas, qui est Head of Marketing chez Gamned, et Guillaume Laborde, qui est Deputy Manager, General Manager chez Epidemics, nous allons vous présenter les résultats d'un sondage sur la publicité responsable et solidaire auprès de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Enfin, nous allons faire un retour d'expérience sur différentes problématiques importantes, notamment le sujet de la décarbonation avec Sophie Compagnon, responsable des affaires publiques chez Criteo, qui apportera son témoignage et présentera aussi quelques pistes pour améliorer la situation. Sur la question de la mesure et réduction de l'empreinte carbone, c'est Marion Cardona, cofondatrice d'Impact Plus, qui nous exposera ce qu'il est possible de faire. Sur la compensation, Vincent Touboul-Flacher, fondateur de Goody, présentera sa vision et solutions qui a connu un net déploiement cette année. Enfin, sur un plan plus global et général, Sébastien Graner, responsable marketing et innovation chez TF1 Pub, nous présentera l'approche et la feuille de route de la régie. Je reprendrai la parole à la fin pour faire un bilan de ce qui aura été dit, pour évoquer également les projets prévus cette année au sein de l'IAB France et pour modérer les questions que je vous invite à poser, non pas dans le chat, mais bien dans la partie questions-réponses, qui est plus simple à gérer pour nous. Merci à tous et donc à tout à l'heure. Adeline, je te laisse la parole. Merci Eric. Alors, hop, je prends la main sur la présentation. Donc, je vais vous exposer quelques chiffres sur l'empreinte environnementale sur l'empreinte environnementale du numérique. Donc, dans le monde, le digital consomme à peu près un peu plus de 4% de l'énergie primaire et ça représente également un peu moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial. C'est tiré d'une étude de Green IT de septembre 2019. Un autre think tank a fait également des estimations et il est arrivé à peu près au même chiffre en termes de gaz à effet de serre. Donc le digital, ça émet des gaz à effet de serre, ça consomme aussi pas mal d'eau, c'est que 0,2% de la consommation mondiale, mais dans certaines régions, c'est très important, tout d'abord parce que les processus miniers pour aller extraire les métaux nécessaires à la fabrication de nos équipements consomment beaucoup d'eau, et la fabrication en elle-même, des puces, des écrans, etc., consomme aussi beaucoup d'eau. On a eu un petit rappel de ça récemment avec une grosse sécheresse à Taïwan qui a handicapé un peu le processus de fabrication justement de puces et d'écrans avec des camions-citernes qui ont été obligés d'approvisionner les usines pour ne pas avoir de rupture de production. Donc le numérique, ça représente quand même 2 à 3 fois l'empreinte environnementale de la France. C'est à peu près autant d'émissions de gaz à effet de serre qu'un pays comme l'Inde. Et puis, c'est un peu plus que les émissions carbone de l'aviation civile. Donc, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus énormissime. Donc, on peut se demander en fait pourquoi le sujet est si important que ça, parce que des secteurs comme le transport, le bâtiment, l'agriculture sont beaucoup plus émetteurs de gaz à effet de serre que le digital. Mais en fait, c'est un sujet dont il faut se préoccuper. Premièrement, parce que la transformation digitale, elle est vraiment structurante, on le sait tous, pour l'ensemble des secteurs. On est en train de digitaliser tout le BTP, l'agriculture est de plus en plus connectée, les transports, l'industrie. Et donc, si on construit des systèmes en fait avec du digital intégré un peu partout, mais qu'on ne se préoccupe pas de comment on
contraint un peu cette introduction, cette production du digital, on va rapidement avoir un problème. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'empreinte carbone du digital, elle augmente énormément. C'est le secteur qui augmente le plus vite. En fait, on est censé réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or, le secteur du numérique, son empreinte carbone, elle risque d'être multipliée par 2 d'ici 2025, c'est-à-dire demain. On va arriver du coup à peu près 8% d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire l'équivalent des émissions des voitures et des deux roues aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un sujet important. Alors, comment se répartissent un peu ces impacts de gaz à effet de serre? Si vous pensez que la solution, c'est de trier ces mêles, vous êtes sur la mauvaise voie. Finalement, ce qui va vraiment compter, c'est la fabrication des équipements des utilisateurs. C'est ce qui représente 40% de l'empreinte du numérique. Donc, s'il y aurait un geste à faire en tant qu'individu, c'est d'abord de résister à la sortie du nouvel iPhone plutôt que de trier ses mails. Donc 40% de l'empreinte, c'est la fabrication des équipements. Finalement, dans le monde, on est à peu près 50-50, on va dire, entre la fabrication de tout ce qui est équipement, réseau, data center et son utilisation. Et vous voyez que la consommation en fait en énergie des data centers, c'est que 14% de l'empreinte carbone du numérique. Donc, c'est important, mais ce n'est pas là où il faut faire le plus gros focus. En France, on a la phase d'utilisation de nos équipements. Comme on utilise une énergie, une électricité qui provient du nucléaire, donc assez largement décarbonée, finalement, c'est la phase de fabrication qui va être encore plus prégnante dans les émissions du secteur du digital. Donc, s'il y a bien un enjeu principal, c'est faire durer le plus possible son matériel. Quand on sait qu'on garde en moyenne un smartphone 23 mois, voilà, on voit un peu comment se dessine le problème. Alors, l'enjeu environnemental du numérique, ce n'est pas simplement les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi la question des ressources, de la pénurie de ressources non renouvelables. Parce que pour fabriquer tous ces équipements, il faut beaucoup de métaux, des métaux critiques. Il faut creuser beaucoup la terre. Un ordinateur, pour fabriquer un ordinateur, il faut mobiliser 800 kg de matière. Dans un smartphone, on a quand même 200 kg de matière qu'il faut aller chercher dans la croûte terrestre et ça représente 70 matières premières différentes. Donc, beaucoup de métaux là-dedans et c'est des ressources en fait qui ne sont pas du tout infinies. On a un épuisement des ressources rentables. Ça veut dire que pour aller chercher tous ces métaux, il faut creuser de plus en plus profondément dans la terre, où on en trouve de plus en plus de petites quantités. Il faut mobiliser beaucoup d'énergie en fait pour trouver tout ça. La Commission européenne a alerté récemment sur le fait qu'il pourrait y avoir des tensions sur le nickel dès 2027, donc c'est vraiment demain. Et le nickel, ça sert à la construction d'équipements numériques, mais aussi on en a besoin pour, par exemple, les batteries de véhicules électriques. Toute cette production est concentrée dans certains pays, donc ça peut aussi créer des tensions géopolitiques importantes. Donc on voit bien là qu'il y a un enjeu vraiment très matériel derrière ce numérique qui paraît un peu immatériel dans le cloud, etc. En fait, on parle de choses hyper concrètes, de mines où on creuse dans la terre, etc. et de choses qui sont précieuses. Donc le numérique, personne n'a plus du tout envie de s'en passer, c'est vital, mais il faut quand même intégrer cette contrainte que c'est précieux et il va falloir du coup le préserver. Alors, si on s'intéresse un peu aux usages, après la fabrication, il faut savoir que 60% du volume de données échangées dans le monde sur les réseaux, c'est dédié à la vidéo. Alors, derrière la vidéo, il y a un bon tiers de vidéos type Netflix, Amazon Prime, etc. Donc, c'est aussi beaucoup la télé connectée, finalement. Ce n'est pas que les smartphones et les ordinateurs. Il y a 27% de data dédiée, de flux dédiés à la pornographie,
21% de plateformes comme YouTube et puis 18% autres vidéos. La publicité vidéo là-dedans, elle se répartit un peu dans toutes les catégories. Donc, le poids n'est pas si énorme que ça. On n'est pas vraiment capable de le calculer encore. Mais voilà, il est réparti un peu dans ces différentes catégories. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, quelle solution elle pourrait tenir en un mot, c'est la sobriété. Il va falloir qu'on change un peu de modèle et qu'on intègre en fait cette nouvelle contrainte dans tous nos métiers. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme si toutes les ressources étaient open bar, parce qu'on n'en a pas autant qu'on veut. Et en plus, parce que ces activités-là, elles sont émettrices de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être économe en termes de matériel, nos équipements. Pour la data, sortir peut-être d'une logique de très quantitatif pour aller vers plus de qualitatif, ce qui est très difficile par rapport au modèle actuel. Il va falloir également être sobre en termes de fonctionnalités qu'on va proposer à nos utilisateurs dans nos sites, nos applis. Donc, avoir peut-être une vision plus centrée sur l'utilisateur pour vraiment comprendre quels sont ses besoins réels. Et puis, avoir des pratiques en termes de développement de code qui soient beaucoup plus frugales, qui intègrent ces nouvelles contraintes. Et idem en termes de design, faire des choses qui sont plus légères. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça permet aussi, ça va souvent dans le sens de l'efficacité et de la performance, parce que des sites qui sont plus légers, ils sont plus faciles à charger, ils sont mieux référencés et ils sont plus efficaces, par exemple, en termes de conversion. Donc, les entreprises du secteur, elles ont un énorme challenge à relever et elles sont clés. On sait que dans la transition écologique, il y a une étude du cabinet Carbone 4 qui a montré que pour arriver aux objectifs des accords de Paris, finalement, les 3/4 de l'effort, ils vont être collectifs et systémiques, ils doivent être portés par les entreprises et les pouvoirs publics. Donc, pour les entreprises, c'est aussi une superbe opportunité en fait, de transformer leur modèle vers quelque chose de plus durable. Et ça, c'est aussi attendu par plein de parties prenantes, les pouvoirs publics. On le sait, il y a eu beaucoup de missions sur le calcul de l'empreinte du numérique. Il y a une feuille de route numérique et environnement qui est sortie il y a quelques temps et qui met l'accent justement sur la mesure de l'empreinte, comment la réduire et également comment mettre le numérique au service de la transition écologique. Ce changement de modèle, il est attendu aussi par les collaborateurs de vos entreprises, les étudiants qui se mobilisent pour intégrer tous ces enjeux-là dans les formations, et puis ceux qui vont rentrer sur le marché du travail et qui sont de plus en plus nombreux à intégrer ces critères-là dans le choix des entreprises. Les consommateurs, on l'a vu sur plein d'autres secteurs, mais ça commence à arriver aussi sur le numérique. Et puis vos partenaires business, parce qu'il y a de plus en plus de grosses entreprises qui intègrent vraiment dans les appels d'offres, les cahiers des charges, des critères RSE, tout comme les investisseurs. Donc, toutes les entreprises, en fait, doivent s'engager pour contribuer à l'objectif de neutralité carbone qui est fixé pour 2050, que ce soit pour l'Union européenne et pour la France dans la stratégie nationale bas carbone. Donc, concrètement, pour les entreprises de la publicité digitale, ça veut dire être sobre dans la diffusion des campagnes, avec un point d'attention particulier sur la vidéo et sur la data. Mais il ne faut pas oublier que le véritable enjeu pour les acteurs de la publicité, c'est le rôle de la publicité comme vecteur de consommation. Et c'est ça, ce sur quoi les consommateurs vraiment sont maintenant beaucoup plus vigilants. Donc, ça veut dire de quels produits et services je fais la promotion. Donc, la loi climat et résilience va interdire la publicité pour les énergies fossiles, mais il y a pas mal de gens qui demandent à ce que ça aille beaucoup plus loin et qu'on puisse interdire les produits les plus néfastes, on va dire, pour l'environnement, ou qu'il y ait un score un peu à la Yuka qui soit mentionné dans les publicités. Ça veut dire aussi une vigilance sur le greenwashing.
Il y a un amendement qui vient d'être adopté dans la loi climat et résilience également, qui fait le focus particulier sur le délit de greenwashing. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant sur les arguments qui sont avancés sur ces sujets-là dans les messages. Et puis, évidemment, la publicité, on lui fait souvent le procès, c'est un vecteur de surconsommation. Il y a un délit d'obsolescence programmée qui existe, donc on n'a pas le droit de faire la promotion d'un renouvellement de matériel lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est assez difficile à prouver, mais on voit bien que tous ces enjeux-là, il va falloir être particulièrement vigilant. Et la RPP, avec ses recommandations développement durable, va être un bon guide dans tout ça. Et puis enfin, tout ça se passe dans un cadre un peu particulier avec tous les enjeux sur la privacy. Là, effectivement, les utilisateurs sont de plus en plus vigilants. Donc, on a un tout nouveau contexte depuis le RGPD, la mise en application des recommandations de la CNIL très récemment, et puis bientôt la fin des cookies sur Chrome, qui fait que on va devoir réinventer en fait une nouvelle façon de cibler, peut-être plus transparente et plus respectueuse pour les utilisateurs. Donc, c'est vraiment une opportunité pour créer un nouveau contrat en fait avec les consommateurs. Au-delà des enjeux d'éco-responsabilité, c'est aussi la responsabilité vis-à-vis des utilisateurs et peut-être quelque chose de plus pédagogique et de plus serein pour la publicité en ligne. J'en ai fini. Je vais passer la parole à Farah et Guillaume pour les résultats du sondage. Merci beaucoup, Adeline, pour cette introduction complète et bonjour à tous. Donc, moi, c'est Farah, directrice marketing de Gamnet. Maintenant, avec Guillaume, on va vous présenter les chiffres clés concernant la perception de la pub responsable et solidaire sur notre marché. Mais pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, effectivement, en 2020 et en parallèle des avancées sur le sujet de l'IAB, il y a un groupe de travail qui a été créé spécifiquement pour essayer de décortiquer le sujet de la publicité responsable et solidaire dans son ensemble. Les objectifs étaient clairs, c'était d'accompagner le marché à évoluer, s'acculturer sur le sujet pour faire face un peu aux enjeux sociétaux qui nous touchent tous. Et on l'a vu notamment où l'industrie est particulièrement visée ces derniers mois. Et donc, pour commencer cette mission, on a décidé de sonder le marché pour faire un état des lieux clair de ce qui se passait et qui servira de base aussi pour suivre les évolutions dans les prochains mois, années à venir. Donc, on va vous présenter quelques chiffres et vous trouverez d'ailleurs l'intégralité des chiffres sur le site de l'IAB. Je voulais juste avant remercier rapidement Apinenix d'avoir mis sa techno à dispo et son temps aussi pour la réalisation du questionnaire, mais aussi les membres du groupe de travail et bien sûr Offre Média pour la diffusion. Merci Farah pour l'introduction. Effectivement, on va vous présenter donc les chiffres. On vous a mis à contribution pour répondre à tout ça. On a eu 152 répondants aujourd'hui, donc qui est une base solide surtout sur une problématique B2B. Donc, qui ont été collectés en novembre 2020. C'est une information importante. Elle a quelques mois. Effectivement, c'est quelque chose qui va être renouvelé dans le temps pour avoir bien sûr une évolution. C'est bien l'écosystème IAB qui a répondu, avec beaucoup les agences, les régies qui se sont impliquées, les solutions AdTech, un peu moins de volume sur les annonceurs directement, mais les chiffres sont tout à fait intéressants là-dessus, et beaucoup de comités de direction, managers, enfin des postes à responsabilité, ce qui est d'autant plus intéressant puisqu'ils sont en lead sur ce genre de sujet. Alors, on commence avec le premier chiffre qui est donc autour des actions environnementales qui sont aujourd'hui menées par les entreprises. On a essayé de synthétiser les informations. On est sur 86% des répondants qui ont déjà vu leur entreprise lancer des actions environnementales. Donc, quelque chose effectivement de très positif. Et effectivement, ici, c'est encourageant de voir que la majorité des entreprises ont commencé à agir. On voit que les actions environnementales liées au bureau, aux équipes sont assez répandues, énergie du bâtiment, transport, déchets. C'est ce qu'Adeline nous a appelé les mesures visibles. Par contre, le focus sur l'impact du numérique l'est moins. Et c'est là aussi où il va falloir être vigilant, lutter contre l'obsolescence, l'impact des serveurs et autres.
Ici, ce qui est important de signifier, même si ça peut sembler évident, c'est que deux choses. Les actions, elles n'ont pas forcément le même impact. Et l'ordre peut être différent en fonction des entreprises. Voilà, Adeline l'a dit, mais renouveler, optimiser ces infrastructures, ça a plus d'impact que l'optimisation des envois de ces emails. Et Sophie, d'ailleurs, de Criteo nous en parlera dans la partie 3. Pareil, si j'ai une flotte de 50 commerciaux qui utilisent leur voiture tous les jours, le transport va être à prioriser. Donc, ce qui va vraiment être important pour tous les acteurs, c'est de mesurer son impact global, l'impact global de la société et de voir quelles sont les actions à prioriser. Exactement. On parlera maintenant concept de publicité responsable. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il est assez répandu. Quand on vous pose la question, savoir si est-ce que vous connaissez le concept de publicité responsable, il y a 74% des répondants qui répondent oui. Ça monte jusqu'à 83% pour les régies publicitaires, un écosystème qui est composé de régies, d'adtech et éditeurs médias. Donc finalement, les vrais providers de la publicité. Et finalement, quand on regarde ce chiffre, il est peu surprenant puisqu'on recense une centaine d'offres qui sont à objectifs environnementaux ou social sur le marché. Donc, on en recense une variété avec des écrans contextuels, par exemple, ou des opportunités de ciblage sur des consommateurs qui sont très conscients de ce genre de problématiques. On voit aussi des tarifs qui sont préférentiels. On a des gains de visibilité pour certaines marques qui disposent de labels RSE en particulier, ou des dons à des associations. Donc, il y a une multitude d'offres qui se sont créées sur le marché. Et il y a un chiffre intéressant que Sébastien, certainement de TF1, nous confirmera, qui est le nombre de spots aujourd'hui à problématique RSE qui sont chez le groupe TF1, qui est autour de 13%. Chez Prisma, c'est une dizaine de pourcents. Donc, il y a une véritablement croissance depuis 3 ans sur ces problématiques. Et donc, ça se reconnaît dans ce chiffre de connaissances sur ce type de concept. Quand on pose la question des actions à privilégier, on en avait une multitude. On vous a mis les 4 premiers, donc en termes de classement, qui sont cités par nos répondants. Le premier, c'est reverser une partie du budget média à des associations ou organismes. Donc là, on est dans une logique de compensation. C'est le premier cité et effectivement, c'est celui qui est certainement le mieux compris et certainement le plus facile à mener. Le deuxième, c'est mener des actions pour réduire l'impact carbone de la publicité. Donc là, on est dans une action directe. Le troisième, choisir des partenaires avec des offres responsables. Et le quatrième, c'est limiter la diffusion de messages pour les produits à l'impact négatif. Donc, c'est un sujet un peu plus controversé puisque réglementaire et qui est effectivement énormément discuté en ce moment. Merci Guillaume. Alors effectivement, ce classement, on le trouve hyper intéressant. On voit les notions de pub responsable et solidaire sont intégrées, les enjeux sont pris en compte et encore une fois, c'est louable de commencer par quelque chose. Mais en fait, c'est l'ordre qui doit se faire autrement. La première étape doit être vraiment de réduire les émissions à la source avant de compenser. Et c'est vraiment la position de tous les rapports des organisations internationales sur le climat, et ce, sur toutes les industries, c'est vraiment la réduction. Donc, en fait, pour pouvoir réduire, il faut aussi mesurer. Et donc voilà, c'est vraiment mesurer, réduire et compenser l'impact. Et on pourra notamment voir un exemple sur la diffusion pub digitale par la suite avec Marion d'Impact Plus. Quand on leur demande aujourd'hui aux répondants s'ils appliquent une démarche de publicité responsable, là c'est à moitié vert, à moitié plein ou à moitié vide. C'est 48% qui appliquent cette démarche-là, donc on est à peu près à la moitié des répondants, ce qui est finalement assez important. Ce qui est intéressant, c'est de voir la projection. Et aujourd'hui, on est à 63% des acteurs qui souhaitent débuter ces chantiers sous moins d'1 an. Donc pour nous, au niveau d'Apidemix, on voit quand même une évolution qui pourrait être rapide. Pour rappel, c'est des chiffres de novembre 2020, donc on est en plein cœur de cette transition. Et ça va surtout en rapport avec d'autres chiffres qui sont menés auprès du public. Et c'est ça qui nous a intéressés. Donc, je vais vous donner quelques chiffres de nos camarades. Par exemple, Imedia Center qui a fait une étude qui dit que 78% des Français qui sont influencés par le caractère responsable d'une marque au moment de l'acte d'achat. Donc, c'est véritablement un élément qui vient en plus en termes d'influence directement du consommateur. Et 84% des Français qui attendent des marques qu'elles communiquent davantage sur leurs pratiques et démarches responsables pour une étude M6 Publicité. Donc, c'est véritablement poussé. C'est une suite logique finalement de ce qui se passe du côté des consos.
Quand on a poussé l'information sur l'impact business que ça peut créer aujourd'hui chez une marque et chez les acteurs du marché en particulier, et là, un chiffre finalement assez surprenant, on a 80% des répondants qui nous disent que ça a un impact modéré ou nul sur leur business actuel. Donc effectivement, des chiffres qui sont relativement faibles. Mais finalement, on va le voir dans la raison, ce n'est pas forcément pour cela qu'ils le font. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que 49% estiment que ce sujet va avoir une importance, va être un sujet très important dans le futur de leur entreprise. Et effectivement, c'est pas encore significatif, mais ça va le devenir. Et pour le coup, c'est vraiment à nous de réagir pour proposer des solutions cohérentes et en phase avec les enjeux. La pub, dans son ensemble, elle continuera d'exister pour transmettre, faire rêver, faire connaître, mais elle se doit d'évoluer pour être plus proche des enjeux, notamment environnementaux, et ce, sur toute la chaîne de valeur. Par contre, quand on ne prend pas position sur le sujet, il y a certainement des opportunités manquées. Adeline l'a dit, et nous aussi chez Gamned, on l'a vu, que les annonceurs musclent aussi leurs besoins sur le sujet. Certains appels d'offres ont des critères RSE, des priorités responsables. Ça ne pèse pas, ou on ne sait pas encore le poids que ça a vraiment dans la balance, mais en tout cas, c'est présent. Donc, il faut vraiment réagir et que tout le monde s'adapte pour trouver des dispositifs plus pertinents. Pareil, il faut faire attention, il ne faut pas que ce soit du greenwashing et il ne faut pas qu'on se trompe de débat là-dessus. Enfin, notre rôle, c'est vraiment d'offrir aux annonceurs un accompagnement sur mesure et pertinent qui valorise leurs engagements et qui fait sens aussi pour eux et pour nous. Donc, il faudra faire attention à ne pas être sur du one-shot, mais vraiment travailler en profondeur pour faire avancer tous ces sujets. Quand on poursuit l'étude, on rentre dans le cœur du sujet. On a choisi de manière un peu partiale un sujet très important forcément de la problématique environnementale qui est l'impact carbone de la publicité. Et là, forcément, le bas blesse un peu plus puisque quand on rentre dans le fond du sujet, on s'aperçoit qu'il y a seulement 10% des répondants qui mesurent l'impact carbone de leur activité. Donc, on est vraiment sur la mesure. Et la moitié, 47%, qui n'ont pas prévu de le faire. Quand on a 27% qui veulent le faire mais ne savent pas par où commencer. Donc, on est dans cette transition écologique qui dit un peu le pourquoi vers le comment le faire. Donc, on a quand même un quart qui souhaite le savoir. Je voulais valoriser aussi le travail qui est aujourd'hui, les initiatives qui sont menées par les agences médias, qui commencent à faire une analyse de l'impact environnemental de leur publicité et qui, donc, de manière indirecte, le fait également pour leurs clients. Il y a des calculateurs ou des systèmes de scoring qui est vraiment intéressant. Et puis, on peut imaginer qu'à terme, on aura un marché du conseil dans cet univers RSE qui dépassera les enjeux classiques de l'achat d'espace média pour aller véritablement sur la problématique de l'impact environnemental des campagnes, ce qui est très intéressant à suivre dans le futur. Et quand on regarde les actions aujourd'hui, donc on avait vu les mesures, on leur demande aujourd'hui sur les actions pour réduire cet impact carbone, il y en a 54% qui disent ne mener aucune action pour compenser ou réduire. Alors forcément, un chiffre qui va aller vers une tendance certainement supérieure dans le futur. Et parmi les actifs, c'est 56% qui privilégient les dispositifs moins énergivores, donc choix de format ou de support. Là, on voit effectivement tout ce qui est mené de la part des régies premium autour de la télé ou même de la presse là-dessus, avec des offres, des calculateurs de carbone, etc., ou la proposition d'espaces qui sont à émissions inférieures et audience équivalente et certainement plus intéressantes au niveau budgétaire. Donc, une vraie prédisposition du marché vers cette tendance-là. Effectivement, pour faire suite à ce que vient de dire Guillaume, il y a 35% des répondants, par contre, qui n'ont pas prévu de mesurer et de réduire leur impact carbone. Si on monte plus haut, donc l'étude indique que 10% des répondants mesurent. Donc ça, prenons-le comme base, ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. Il y a 27% qui ont besoin d'être accompagnés et doivent être accompagnés, et c'est aussi là que les instances vont jouer un rôle majeur. Concernant ceux qui n'ont pas prévu de le faire, il faut leur montrer la voie pour justement les aider, prouver l'efficacité de cette approche en termes d'accessibilité, mais aussi en termes de performance. Et enfin voilà, ce n'est pas tout un modèle à revoir, mais c'est faire évoluer notre marché et ça, on a l'habitude.
il faut vraiment qu'on puisse aider les acteurs à mieux comprendre ces sujets. Et c'est un premier pas avec ce webinaire. Et c'est top d'ailleurs de voir autant de monde présent ce matin. Par contre, effectivement, comme l'a dit Guillaume, il y a pas mal d'initiatives, il y a pas mal de choses qui sont menées. Maintenant, il va falloir qu'on avance pour trouver des référentiels, des indicateurs communs, simplifier le process et surtout pas être dans une approche punitive mais éducative pour faire avancer le sujet. Il faut vraiment trouver à terme potentiellement un nouveau KPI de pilotage qui nous permettra de convaincre ceux qui n'ont pas prévu de le faire et de les sensibiliser plus facilement au sujet et que l'industrie avance. Tout à fait, Farah. Et si on poursuit sur cette réduction de l'impact carbone et qu'on regarde les raisons pour lesquelles ils mènent ce type d'activité, et ben là, on voit une forme d'opposition. On a voulu la mettre en avant, mais forcément, ce qui ressort en priorité, c'est les 78% des personnes qui le font pour des raisons, des valeurs et des convictions personnelles, donc très largement au-dessus. On l'a opposé à des raisons un peu business. Finalement, il y a une duplication assez faible entre ces deux types de motivation. Et donc, c'est effectivement assez prégnant dans l'étude. On met également en avant le fait d'anticiper les réglementations, qui est quand même le deuxième item cité, qui est donc un sujet très actuel. Et également, séduire et recruter les talents. Forcément, la génération qui arrive, qui est formée, porte beaucoup d'importance à ces sujets. Donc, ça devient également un sujet très fort sur le marché. Donc ici, c'est la dernière slide, en tout cas sur les chiffres clés que l'on va vous présenter. Et donc, c'était effectivement, on a posé la question à savoir quels étaient les besoins du marché pour les accompagner sur ces sujets. Et donc, on voit qu'effectivement, 67% des répondants expriment des besoins sur les guidelines environnementales et solidaires. On voit aussi que il y a 61% des agences qui ont besoin d'un panorama des acteurs pour mesurer l'impact carbone. Donc, en fait, sur ces sujets, on voit qu'il y a un besoin d'accompagnement et de compréhension des caractéristiques de ces sujets sur notre écosystème. Et c'est une des priorités de l'IAB, et je laisserai Eric en parler, notamment à la fin. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que les initiatives, elles existent, elles vont se renforcer et on espère se rejoindre sur les mois à venir. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde ait le même niveau d'information sur notre marché et qu'on puisse avancer ensemble pour être en phase avec les enjeux et surtout respecter les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, n'hésitez pas à retrouver tous les chiffres de l'étude sur le site de l'IAB. Ça pourra vous aider pour vous positionner sur d'autres sujets. Et voilà, je voulais remercier encore une fois Epidemix et le groupe de travail. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sophie pour parler donc, de décarbonation. Merci. Merci. Merci, Farah. Donc, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots sur mon entreprise Criteo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un spécialiste des solutions publicitaires en ligne pour le compte de nos clients avec des recommandations produits opportunes, pertinentes et personnalisées pour les utilisateurs en ligne. L'écologie, c'est un gros sujet pour nous depuis plus de 10 ans, je dirais, et auprès de nos équipes d'ingénieurs en particulier. Et comme le disait Farah tout à l'heure, nous avons mené cet exercice de mesure de notre empreinte environnementale et aussi priorisée. Et nous avons vite compris que la réduction de notre empreinte carbone se ferait nécessairement au niveau de notre infrastructure, puisque c'est à ce niveau que nous avions l'impression d'être le plus éco-impactant. Nous avons beaucoup d'équipements informatiques et du coup, toutes nos actions écologiques se reflètent au niveau de la gestion de nos 8 data centers à travers le monde, 2 en Amérique du Nord, 4 en Europe et 2 en Asie. Et surtout, la gestion des 40 000 serveurs, maintenant c'est plus proche de 45 000 qui composent nos data centers, et aussi la sélection de nos partenaires éco-responsables, puisque comme la plupart d'entre vous, nous ne sommes pas propriétaires de notre infrastructure, nous sommes locataires, même parfois colocataires de nos data centers. Du coup, comme je le disais, l'éco-responsabilité de nos fournisseurs est absolument clé. On a une équipe dédiée à tous nos appels d'offres avec des critères très stricts. Par exemple, nous ne sélectionnons que des fournisseurs de data centers qui ont
indicateur d'efficacité énergétique, en anglais c'est le PUE, à Power Usage Effectiveness, qui est le plus proche de impossible. Et nous examinons également les options d'alimentation du data center en énergie renouvelable, ou au moins les possibilités de compensation sur la même grille, le respect des normes Green Grid, la fiabilité des sources d'énergie qui sont utilisées, les techniques de refroidissement utilisées, parce que c'est bien d'avoir un data center qui consomme peu d'énergie, mais s'il consomme beaucoup d'eau, au final, l'impact est le même. Et nous examinons également les autres initiatives éco-responsables de nos fournisseurs. Au niveau de l'entreprise, nous sommes également très impliqués dans la lutte contre l'obsolescence matérielle des équipements qui constituent nos data centers. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 40 000 serveurs. On a négocié avec nos partenaires une extension de la garantie des serveurs de 3 à 5 ans. Aujourd'hui, Adeline disait tout à l'heure que c'était véritablement les équipements informatiques qui pesaient lourd dans l'empreinte carbone du numérique. On estime qu'un serveur est utilisé que 3 à 4 ans. Nous, on a porté cette période d'usage à 5 ans et actuellement, on est en train de négocier de 5 à 7 ans avec les constructeurs afin d'accroître donc la phase d'usage, la longévité du matériel informatique. Nous sommes également lancés dans une politique de réduction active des emballages, du conditionnement, avec un conditionnement pour 4 serveurs au lieu d'un, c'est-à-dire on a diminué tous les câbles, les cartons, les emballages, les notices, les CD-ROM, parce qu'on recevait toujours des CD-ROM avec chaque nouveau serveur. Nous menons également une politique d'économie circulaire pour nos serveurs usagés, ou au moins une partie des composants de ce serveur, en partenariat avec des entreprises comme HP, SMR, Nesevo. Au niveau de ce que nous pouvons faire plus, nous sommes également engagés avec les décideurs publics actuels pour établir des objectifs beaucoup plus ambitieux en termes de décarbonation du secteur numérique. D'habitude, on dit souvent que les entreprises n'aiment pas les nouvelles réglementations, les nouvelles lois, mais nous, on pousse pour qu'il y ait davantage de réglementation et des objectifs plus ambitieux. À l'heure actuelle, je ne sais pas si vous êtes penché sur le sujet, mais il y a deux projets de loi majeurs. Il y a le projet de loi climat issu de la Convention citoyenne qui est en train d'être examiné au Parlement. Il y a aussi la proposition de loi à l'initiative des sénateurs visant à réduire l'impact du numérique en France. Et nous, du coup, on a rencontré beaucoup de décideurs publics pour qu'ils mettent en place un certain nombre d'incitations via ces 2 véhicules législatifs afin de pousser les acteurs du numérique à adopter des pratiques plus vertueuses. Pour nous, il y a 3 pistes prioritaires à explorer. La promotion, premièrement, des systèmes ouverts, c'est-à-dire de l'open source, afin de favoriser la réparabilité des équipements dont je parlais tout à l'heure et pallier à l'obsolescence logicielle. Quelques mots peut-être sur l'obsolescence logicielle parce qu'on on entend un petit peu tout et son contraire. Il faut savoir que l'obsolescence logicielle, en soi, elle est souvent liée à une interaction étroite entre le software, c'est-à-dire le logiciel, et le hardware, les composantes dures d'une machine. Et aujourd'hui, dans la maintenance des machines au quotidien, nous rencontrons 2 types de limitations à la réparabilité. Ça va être d'une part les verrous logiciels intentionnels, c'est-à-dire les fabricants qui imposent que chaque composant soit approuvé, certifié par eux-mêmes. Donc ça, c'est entre guillemets de l'intentionnel. Il y a aussi des verrous logiciels non intentionnels, c'est-à-dire quand le système de la machine ne peut pas supporter un composant plus récent parce que les capacités du composant sont trop fortes par rapport à la date de création de la machine. Donc pour nous, l'open source, c'est-à-dire l'ouverture au public des codes sources des logiciels est une piste prioritaire pour pallier à l'obsolescence et nous proposons d'imposer une sorte de brevet logiciel un petit peu comme ce qui existe dans la pharmacie où le brevet logiciel tomberait dans le domaine public par exemple après 5 ans et ça permettrait donc d'accroître la maintenabilité et l'évolutivité logicielle des machines au-delà de 5 ans. Quelque chose qui est aussi important pour nous à l'heure actuelle, c'est de mettre en place des mécanismes d'incitation fiscale visant à une durée d'utilisation et d'amortissement rallongée
Pour les équipements informatiques, par exemple, une baisse ou une disparition de la TVA dans le cadre d'une revente ou d'une remise sur le marché d'une machine usagée, afin de favoriser les entreprises vertueuses qui font cet effort de remettre ces machines sur le marché plutôt que de les mettre à la casse, tout simplement. Pour lutter contre l'obsolescence logicielle, nous pensons également qu'il serait intéressant de reconnaître un réseau agréé de réparateurs avec des certifications, là aussi, afin de casser les monopoles de réparation de certaines entreprises à l'heure actuelle, qui poussent à la surconsommation de nouveaux équipements au lieu de réparer les anciens. Et enfin, comme j'en ai parlé sur le premier slide, pour nous, la reconnaissance des data centers écologiquement vertueux via, là aussi, un système de certification responsable, afin de permettre aux entreprises de comprendre si tel ou tel fournisseur est plus vertueux qu'un autre, sera absolument critique dans les mois à venir. Et nous poussons pour que le gouvernement impose des objectifs au niveau du fameux PUE dont je parlais tout à l'heure, l'indicateur d'efficacité énergétique, qui soit assez strict, et aussi des critères au niveau des systèmes de refroidissement qui soient les plus respectueux de l'environnement possible. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais passer la parole, je crois, à Marion. Bonjour à tous et à toutes, enchantée. Je suis Marion Cardona, donc je suis une des cofondatrices de la solution Impact Plus. Impact Plus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une solution technologique qui permet à l'ensemble des acteurs de l'industrie, donc des marques, des régies, des agences, des technodiffusions, des éditeurs, eh bien, de prendre conscience de l'impact carbone des publicités qu'ils diffusent et surtout, on va le voir, de pouvoir agir concrètement et efficacement pour le réduire. Alors, Adeline l'a présenté en introduction. Le numérique aujourd'hui, c'est près de 4% des émissions de gaz à effet de serre, avec 60% des impacts qui sont liés aux usages qu'on en fait aux services numériques. Et si on regarde bien, la publicité, elle est partout sur ces usages. Quand on va effectivement regarder un contenu vidéo, on va être adressé avec de la publicité. Quand on va faire une requête sur un moteur de recherche, eh bien là, les premiers liens, en tout cas, vont être des contenus publicitaires. Quand on va être sur un article, on va être adressé avec plusieurs formats d'un coup, des pavés, des habillages, des grands angles, des natifs, des in-read et autres. Et quand on est sur nos réseaux sociaux, en tout cas, pareil, tous les 3 à 4 messages, on est adressé avec une publicité. Donc, ça veut dire quoi? Et ça a été souligné tout au long de la présentation juste avant, c'est que finalement, l'impact de la publicité, il est très important. Et ça va être à nous de pouvoir le régler. Et c'est d'autant plus important que maintenant, les consommateurs, en fait, exigent de l'industrie qu'elle puisse agir concrètement. Aujourd'hui, il y a 92% des plus jeunes, notamment des 15-24 ans, qui demandent aux marques directement de pouvoir, en tout cas, intégrer des politiques de réduction d'impact environnemental sur leur campagne de communication. Et au-delà de ça, c'est également 66% des interrogés. Donc, c'est une étude qui a été menée par le groupe Publicis, ça s'appelle le Grand Réveil Digital. Et en tout cas, et on voit qu'il y a aussi quasiment 70% du coup de ces interrogés qui considèrent que c'est également aux sites et aux plateformes de pouvoir mettre en place des solutions d'optimisation d'impact, comme l'a présenté Sophie au niveau du coup de l'infrastructure et de leur réseau. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il est nécessaire de pouvoir mettre en place une trajectoire qui va être commune pour régler ce problème-là. Et la trajectoire qu'on propose, elle repose sur 4 piliers. Donc, le premier pilier, bien évidemment, c'est la mesure. Ça permet de prendre conscience de son impact environnemental. Le second pilier, et c'est aussi le plus important, c'est de pouvoir réduire ses émissions de CO2 pour aller vers un modèle qui va être beaucoup plus durable. Le troisième pilier, c'est la compensation, mais en compensant uniquement le résidu, puisqu'on va réduire, en tout cas progressivement, ces émissions. Et ça va permettre aussi de porter un discours de contribution positive à la neutralité carbone. Et enfin, le dernier pilier qui va venir finalement compléter les 3 précédents, c'est de valoriser et d'évangéliser. Et donc, valoriser les performances environnementales, ça veut dire quoi? C'est communiquer sur vos efforts, sur vos ambitions, sur vos réussites, et du coup, pour embarquer le reste de l'industrie. Donc, le premier pilier, c'est la mesure. Pourquoi c'est important de mesurer? Je l'ai dit déjà pour prendre conscience, effectivement, et ça va en fait vous permettre de pouvoir vous créer des référentiels, de pouvoir vous positionner. Mais pour ça, il faut pouvoir
avoir un KPI qui va être réellement activable. Et pour avoir ce KPI activable, il faut mesurer de manière granulaire. Et si je donne un exemple, aujourd'hui, par exemple, une campagne vidéo diffusée en France peut émettre autant d'émissions qu'un aller-retour en avion Paris-New York. Et sur cette même campagne-là, il peut y avoir en fait des variables qui vont être différentes et variées d'un facteur 100. Et sans identifier en fait les différents postes d'émission d'une campagne et leurs ordres de grandeur, on ne pourra pas justement, dans un second temps, activer ces leviers à la réduction. C'est un peu comme finalement les outils de visibilité qui nous ont permis de pouvoir maximiser la visibilité des formats publicitaires en identifiant au préalable avant où est-ce que ça pêchait et comment on pouvait finalement activer ces optimisations. Et pour ça, donc, il faut utiliser des outils qui vont être adaptés et nous permettre de réduire. On estime en tout cas chez Impact Plus que dans les 3 prochaines années, il est possible de réduire d'à peu près 80% les émissions liées à nos campagnes, en tout cas publicitaires. Mais pour ça, il faut que tout le monde s'y mette. La réduction, elle ne doit pas être portée uniquement par les régies. C'est bien une trajectoire qui doit être commune. Et pour ça, ça va être à la fois les marques, à la fois les agences, médias, créa, et bien sûr les régies, technodiffusion, qui vont devoir mettre en place des solutions. Mais il existe des solutions qui sont assez simples et très concrètes. Donc, Sophie en a présenté, mais il en existe d'autres. Donc, par exemple, agences et marques peuvent penser à l'éco-conception des assets créatifs. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire en entrée déjà livrer des assets qui vont être plus légers, plus adaptés aux technodiffusions en termes de poids, de durée, de compression. On peut également adapter le média planning, surpressé sur des différents jours en fonction de l'intensité carbone. Donc finalement, c'est les jours où la production d'électricité va émettre le moins de CO2. On peut aussi favoriser des contextes moins énergivores dans la diffusion, des ciblages. C'est quoi un contexte ? Là, par exemple, sur une campagne NJ, on a pu maintenir les performances médias de la campagne, c'était de la vidéo, tout en réduisant de 44% les émissions de CO2, en ciblant, en favorisant un targeting Wi-Fi sur smartphone versus du cellulaire. Pourquoi ? Parce que la Wi-Fi, c'est 5 à 7 fois moins énergivore, en tout cas que le cellulaire, que le 3G, 4G, 5G sur la brique transport de la donnée. Donc, on voit en fait, ça va être à chacun de prendre ce rôle-là. Et derrière, on va compléter l'approche avec le 3e pilier, qui est la compensation. Et donc, la compensation seule, elle ne va pas nous permettre, Adeline en parlait des accords de Paris en intro aussi, de réduire de 55% nos émissions de CO2 dans les 10 prochaines années. Il faut absolument réduire et travailler à la réduction des impacts en amont et utiliser la compensation en complément parce qu'elle est toujours utile. Il faut continuer à effectivement planter des arbres, protéger les forêts, les tourbières, mais par contre, il faut travailler vraiment en amont à la réduction des impacts. Il y a d'ailleurs l'ADEME, et je vais vous le lire parce que je n'ai pas de tête, je l'avoue, qui a publié un avis jeudi dernier et qui dit, donc je cite, « En cherchant à afficher leur neutralité carbone individuelle, les acteurs peuvent être tentés de se tourner vers des actions de compensation directement accessibles à moindre coût, au détriment d'une réelle stratégie de réduction de leurs propres émissions et de leur impact sur le changement climatique. » Donc, globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un peu comme le plastique. Ce n'est pas parce qu'on peut parfois le recycler qu'il ne faut pas justement réduire son utilisation et surtout penser à des alternatives sans plastique, à la fois dans la production et les usages. Et donc, globalement, pour la publicité, c'est exactement pareil. Ce n'est pas parce qu'on peut compenser à moindre coût qu'il ne faut pas réduire, parce qu'on l'a vu, c'est par la réduction. Et chaque acteur, en tout cas juste avant moi, a appuyé là-dessus, qu'on va pouvoir respecter nos engagements et répondre aussi aux attentes des consommateurs. Et ça fait lien avec le 4e pilier de notre trajectoire, qui est du coup de pouvoir valoriser et évangéliser. Ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour nous, c'est important de diffuser le message. Ça veut dire communiquer autour de vos ambitions, de vos réussites, de vos efforts. Ça permet quoi ? Ça permet de sensibiliser le grand public autour de l'impact environnemental du numérique. Ça permet aussi de valoriser votre image de marque. Et on l'a vu, les consommateurs sont vraiment, en tout cas, en train de devenir beaucoup plus exigeants sur ces problématiques-là, puisqu'ils vont être beaucoup plus regardants sur quelles actions peuvent être mises en place en termes de réduction d'impact. Et ça veut dire aussi entraîner l'ensemble du secteur
dans cette trajectoire qui doit être collective pour une publicité responsable. Et Farah et Guillaume l'ont présenté. Aujourd'hui, il y a quasiment 50% en tout cas des répondants de l'étude qui ne sont pas encore convaincus, qui ne comptent pas forcément mesurer leur impact carbone. Et l'idée, c'est d'aller les convaincre. Et pour ça, ce qui est important, et ce sera la dernière slide de cette, en tout cas de l'approche Impact Plus, c'est qu'aujourd'hui, on voit que des résultats sont faits, doivent être faits, mais surtout que les performances sont là. Donc là, si on peut passer à la dernière slide, ça serait super. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un de nos clients qui a réussi à réduire de près de 70% en fait, les émissions carbone de sa campagne et sans impacter ses performances médias. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire que nous, ce qu'on regarde sur les campagnes, en tout cas qu'on audite, c'est que justement, ça va agir et piloter sur un KPI environnemental. Ça peut aussi, bien, justement, favoriser les performances médias d'une campagne. L'objectif, ce n'est pas d'aller contre la performance, c'est de l'accompagner et de voir comment on peut optimiser. Donc voilà, je vous remercie et je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Cette fameuse dernière slide. Je passe la parole à Vincent. Bonjour à tous et merci Marion du coup pour cette présentation et à tous les autres intervenants avant. Et merci à l'IAB de nous avoir invités. Alors moi, pour garantir à tout le monde une bonne expérience de ma vidéo, je vais l'enlever parce que j'ai peur que ça coupe un peu avec mon réseau. Donc ce sera mon vœu de sobriété en plus pour l'événement. Voilà, vous avez tous vu à quoi je ressemblais. Voilà, j'en l'enlève, mais en tout cas, ravi de vous avoir rencontré. Hop. Donc moi, en fait, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Godid. C'est une startup à vocation sociale après la lecture d'un livre de Mohamed Younous, qui est un économiste bangladais, prix Nobel de la paix, qui en fait a inventé tout un concept d'entreprise qui ont une vocation sociale, d'entreprise qui en fait n'ont pas juste pour objectif de maximiser un profit économique, mais aussi d'avoir un impact social. Donc c'est un peu tout le sujet qu'il y a eu avec Danone dernièrement d'ailleurs. Comment une entreprise peut réussir à avoir un curseur entre impact social, accélération de la transition écologique et sociale, et essayer de maximiser quand même sa rentabilité. Nous, on est en plein dedans. Et en fait, alors nous, on n'a pas commencé avec l'écologie, pour être tout à fait transparent. On a commencé avec une sorte de remarque un peu naïve de se dire que de la pub, on l'a vu là, et on le sait tous aujourd'hui, on est 130 à travailler dans la publicité, notamment sur Internet. Il y en a partout. Elle est omniprésente, et parfois, elle peut être vécue un petit peu de manière intrusive par les internautes. Et donc, nous, c'est vraiment parti de cette première remarque, c'est de se dire, toute cette pub qu'il y a partout, elle pourrait être utile à des associations ou elle pourrait être utile à essayer de créer un bien commun à la société. Et donc, on a créé en fait vraiment un format. Donc, c'est un format qu'on appelle un format de publicité solidaire qui permet à tout le monde, à tous les internautes, en regardant une publicité, de faire un don à une association. Et donc là, la marque, en fait, va choisir de diffuser sa publicité avec notre régie publicitaire Godid. Et en diffusant sa publicité, à chaque fois que sa publicité est diffusée, nous, on reverse 60% du budget de l'annonceur à une association qui a été choisie par l'annonceur. Et donc, on finance plus de 3 millions d'euros de projets maintenant pour des associations de tout type. Et donc, c'est des associations qui vont être solidaires, qui vont être liées à l'environnement aussi. Donc, on travaille sur plein de types de causes. On a financé plus de 400 projets maintenant avec plus de 200 associations comme Action contre la faim, comme la Croix-Rouge, comme les Restos du Cœur, Secours Populaire, WeForest, etc. Et en fait, au tout début, donc en 2014, lorsqu'on a lancé ce premier format et ce premier concept, on est parti, on a parlé vraiment de dons gratuits, de dons à des associations grâce à la pub. Et après, on a parlé petit à petit d'un autre concept qui est la publicité solidaire. Et aujourd'hui, on parle un peu plus largement, et c'est tout le sujet du Binard et de cette dernière année 2020, de publicité, disons, responsable. Et nous, on en parle pas mal parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, plus loin que la solidarité, on en a beaucoup parlé là, nous, on n'a jamais été dans une logique de compensation. On a toujours été dans une logique de permettre aux annonceurs, grâce à leur budget publicitaire, d'avoir un impact supplémentaire, qui n'est pas seulement de la publicité, mais aussi le financement d'associations. Je vais venir après aux résultats pour les marques. Mais c'est vrai que le principal objet de ce qu'il faut faire aujourd'hui, et je pense qu'on l'a tous bien rabâché, mais j'en remets une petite couche, c'est vraiment la sobriété. C'est, je ne sais plus qui avait dit, la meilleure publicité, c'est celle qu'on ne fait pas. Globalement, c'est un peu ça. Et avec Godid, on est toujours partisans de ça. On essaie d'aller plus loin. Outre le format de publicité solidaire qu'on a créé qui permet aux annonceurs de financer des projets grâce à leur budget publicitaire, l'objectif maintenant aussi, c'est d'essayer d'aller
de garantir une chaîne de valeur plus respectueuse de tous les acteurs, notamment sur un point de vue écologique, du coup. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, donc, parce qu'on a vu que les annonceurs étaient de plus en plus effectivement sensibilisés au sujet d'environnement, d'écologie, de solidarité, de société. Et aujourd'hui, bon, on l'a vu, il est indispensable pour une marque de s'engager. On a parlé beaucoup des chiffres, etc. Mais en fait, ce qui est assez crucial aussi, c'est qu'elle choisisse bien son combat. L'écologie, ce qui est bien, nous, c'est que c'est une cause c'est la cause, en tout cas, l'environnement qu'on a le plus financé sur Wooded. On a financé des projets, je crois qu'il y a plus de 800 000 € maintenant qui ont été financés. Il y a des projets environnementaux, type par exemple, il y a la dépollution des océans avec Surfrider ou de la dépollution des plages liée à la plantation d'arbres, etc., avec Cœur de Forêt ou avec des associations comme WeForest, etc., un petit peu partout. Donc l'écologie, c'est une cause qui est un petit peu en lame de fond et qui est assez bien perçue, disons, par les internautes et par l'audience parce qu'elle est indispensable. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui et je pense que c'est un point sur lequel il faut pas mal. C'est vrai qu'on a tendance à essayer de tourner, et on l'a vu là avec les stats qui étaient assez rigolotes, on voyait que 72% ou 78%, je crois, des gens font d'abord une initiative avec leur entreprise, disons, plus environnementale, friendly, par leur conviction personnelle que par un apport business. Et en fait, on essaie souvent d'associer les deux, ou en tout cas de ne pas les opposer. Mais je pense que maintenant, on est dans un cas de figure un peu, on en parle beaucoup, mais d'urgence sociale et écologique qui est telle qu'il faut essayer effectivement, je pense en tout cas, de le voir comme une contrainte aussi, l'écologie. C'est-à-dire que comparé à d'autres financements, d'autres causes ou la solidarité ou quoi, c'est quelque chose qui est la base sur laquelle on peut fonder tout modèle. Et il faut accepter aussi que parfois, effectivement, ce soit une contrainte de prix, une contrainte d'image, une contrainte sur laquelle il faut se plier en tant qu'entreprise, parce que sinon, on risque d'être mal perçu aussi par les internautes, etc. Et donc, voilà, juste pour donner quelques chiffres sur Wooded, on finance plus de 200 associations, on touche plus de 8 millions de donateurs par mois. Et en fait, ce qui est assez intéressant, en tout cas, de ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on fait des post-tests ou des études après les campagnes, on voit qu'il y a une réelle appréciation supplémentaire des marques qui s'engagent. On l'a vu encore avec plein de chiffres, et nous, on a amené les nôtres avec plusieurs post-tests, notamment avec les agences d'études type YouGov, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'une marque démontre son engagement et qu'elle ne dit pas ce qu'elle fait, mais qu'elle le fait, parce qu'avec le format Wooded, lorsqu'une marque diffuse son message, il y a vraiment un format qui dit à l'internaute, voilà, en regardant cette pub, vous faites un don, cette marque s'engage. Bien là, vous avez directement non pas un vœu de la marque, mais vraiment une action, et c'est hyper bien perçu. Et donc, il y a des points de certitude d'achat qui augmentent, des points d'image de marque positive, etc., qui augmentent. Voilà. Ce qui est, je pense, aussi assez crucial, c'est que il y a des marques qui ne vont pas se sentir à l'aise avec le fait de communiquer sur des sujets environnementaux, mais encore une fois, c'est vraiment la base sur laquelle fonder tout modèle, etc. Et c'est important néanmoins de rester légitime pour une entreprise sur le financement, ou en tout cas le projet qu'elle va financer. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec Wooded, c'est de trouver un projet, une association sur laquelle elle va vraiment être crédible. Et ça, c'est indispensable parce que toutes les marques ne sont pas forcément légitimes à communiquer sur n'importe quel sujet. Et c'est assez indispensable qu'elle trouve son cheval de bataille sur lequel elle peut communiquer. Et c'est ça qui fera qu'elle sera bien perçue aussi par le grand public. Voilà. Je laisse du coup la parole à Sébastien, qui est un de nos partenaires avec TF1. Voilà, Sébastien, je te laisse le mic. Bonjour à tous, merci Vincent. Déjà, j'en profite aussi pour vous remercier de votre invitation. Je suis Sébastien Granet, je suis en charge du marketing innovation au sein de la régie publicitaire du groupe TF1. Alors, pour commencer, déjà, je voulais peut-être partir d'un constat, à savoir que finalement, on ne part pas de zéro sur les sujets de publicité responsable. On a justement voulu faire l'exercice, savoir où on en était, faire un état des lieux. Sur la période de septembre à novembre 2020, on a fait l'exercice d'évaluer le nombre de messages diffusés sur nos antennes qui parlent de transition écologique, donc des sujets autour du recyclage, du tri, de l'économie d'eau et d'énergie. Et c'est les 13% qu'évoquait Guillaume tout à l'heure. Et si à cela, on ajoute des messages qui parlent de produits fabriqués en France, de local, de produits labellisés ou éco-responsables, on arrive à un peu plus de 20% des spots diffusés sur la période qui relaient ce type de message. Donc, c'est déjà plutôt optimiste de voir finalement ce volume de messages qui est adressé et qui flèche le consommateur vers une consommation, on va dire, plus responsable.
Autre priorité pour nous, c'est finalement aussi de permettre à des entreprises et des marques de l'économie circulaire et sociale et solidaire, un peu comme Goodit, de pouvoir communiquer, d'accéder à nos médias. Par exemple, vous avez l'application Too Good To Go qui a récemment communiqué pour la première fois en télé sur TF1. Voilà, on leur accorde des conditions commerciales préférentielles pour pouvoir sensibiliser le public. Là, leur campagne était sur la bonne interprétation qu'on peut avoir des dates de péremption. Et finalement, si je reviens sur le sujet du constat, c'est vrai que la publicité, elle est simplement le reflet de notre société. Et d'ailleurs, si on dézoome un peu et qu'on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que la publicité, elle a toujours participé à accélérer les mouvements de société, à sensibiliser les Français sur des grandes causes. Dans les années 70, c'était les grandes campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière. Dans les années 80, sur l'émancipation des femmes. Dans les années 90, sur le partage des tâches, les familles recomposées. Aujourd'hui, on voit des messages autour de la diversité et de l'inclusion. Donc finalement, voilà, c'est comme je disais, la publicité, elle est le reflet de la société, des attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Alors bien sûr, au-delà du constat, ce n'est pas suffisant. On sait qu'il faut aller plus loin. D'ailleurs, la filière s'engage, la filière communication, nos médias aussi. Il y a des groupes privés, médias, télé, radio, qui ont annoncé la conclusion d'un contrat média-climat sous l'égide du CSA pour qu'on s'engage notamment à travers des programmes diffusés et qu'on accompagne aussi le marché d'un point de vue publicitaire. Donc moi, sur la slide suivante, ce que je peux vous montrer, c'est justement au-delà des engagements de la filière, c'est illustrer finalement les solutions que nous, TF1 Pub, on met à disposition de nos clients aujourd'hui. Alors, le premier cercle sur lequel on peut travailler et avoir une influence, c'est ce qu'on appelle l'éco-production. Ça a été évoqué tout à l'heure. Alors, on se l'applique à nous-mêmes en tant qu'éditeur de contenu, puisque, je vous donne 2 exemples. Aujourd'hui, on diffuse des fictions quotidiennes. On en diffuse 2 par jour sur TF1 qui s'appelle Ici tout commence et Demain nous appartient. C'est des fictions qui respectent les principes de l'éco-production. Et donc, côté TF1 Pub, c'est la même chose. Alors, c'est vrai que la production des spots publicitaires n'est pas dans notre périmètre de responsabilité directe, mais on produit souvent quand même des contenus de marque, à savoir des billboards pour du parrainage, des programmes courts, des spots publicitaires, ça nous arrive, et donc qui peuvent être éco-produits, donc qui respectent les principes de l'éco-production que j'ai évoqués, à savoir les matériaux qu'on va utiliser pour le tournage, le choix du lieu de tournage, les déplacements des équipes et des collaborateurs, essayer de réduire les quantités de plastique utilisées sur les lieux de tournage, etc. Autre typologie de format que vous voyez sur la slide et qu'on peut activer et mettre en place pour nos clients, c'est de proposer des solutions qui ont un impact concret. Alors, ça rejoint ce que disait Vincent, puisque on a importé leur format de publicité solidaire sur nos médias, à savoir TF1 et MyTF1, ce qui permet aux marques d'avoir de certes s'engager, mais d'avoir un impact social concret. Et c'est vrai qu'on l'a lancé récemment, on l'a lancé il y a quelques mois, en septembre dernier sur MyTF1 et en novembre sur TF1. Et c'est un vrai succès aujourd'hui. C'est une des innovations qui a été les plus plébiscitées sur nos médias en 2020 et en 2021. On a financé déjà près de 10 projets solidaires et on a récolté près de 130 000 € pour financer justement des projets solidaires en faveur d'associations. Donc voilà, preuve est que quand on propose des formats à impact, les clients savent s'en emparer pour justement parler de ces sujets. Autre typologie de format qu'on peut proposer, c'est des formats qui permettent à nos clients d'apporter finalement la preuve de leurs engagements. Donc, c'est ici de travailler sur des formats plus longs qu'un spot publicitaire traditionnel. Donc, on le fait beaucoup au travers des programmes courts, mais ça peut être sur des formats comme de l'infographie, des masterclass, des rencontres avec le consommateur. On invite les marques à aller parler en direct avec les consommateurs pour montrer où sont les limites finalement de leurs efforts, mais quelles sont justement toutes les actions qu'elles ont déjà pu entreprendre sur le packaging, le recyclage, voilà, tout le cycle de vie, par exemple, de la production d'un produit. Autre typologie de solution qu'on peut proposer, c'est mettre en valeur des messages par exemple sur des produits éco-conçus, éco-responsables. C'est le cas des produits labellisés aujourd'hui. Les labels, vous en avez beaucoup, mais certains sont par exemple recommandés par l'ADEME, comme Agriculture biologique, Déméter, Fairtrade Max Havelaar, Cosme Bio, etc. Et donc, on a des emplacements sur nos antennes avec par exemple un jingle publicitaire spécifique pour mettre en valeur ces produits et permettre aux consommateurs de mieux identifier ces produits qui lui permettent de mieux consommer.
Et puis enfin, c'est assez classique, mais c'est comment on peut associer des marques à des contextes édito forts et des contextes pertinents pour amplifier leur message et montrer quels sont leurs engagements. Donc, c'est des formats qui peuvent prendre des formes très diverses. Ça va du podcast à des sondages, à du brand publishing plus classique. Donc ça, finalement, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Et sur la dernière slide, je voulais un peu plus nous projeter, on va dire, dans l'avenir, puisque vous allez voir les objectifs de la feuille de route RSE qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train de construire en ce moment chez TF1 Pub, donc au sein d'un groupe de travail, alors d'ailleurs que je le précise, qui est composé uniquement de volontaires chez nous. C'est important de voir que finalement, c'est des sujets qui fédèrent aussi en interne. Donc, c'est essayer de construire à 5 et 10 ans nos réponses pour une publicité plus responsable et durable. Alors, cette feuille de route, on est en train de la construire avec une agence spécialisée qui s'appelle CDiez. Ils vont notamment nous aider à construire des offres avec une tonalité qui soit juste et un marketing qui nous préserve aussi du greenwashing. Cette roadmap, là où vous y voyez les objectifs, elle sera rendue publique avec toutes les solutions que nous allons mettre en place d'ici la fin du premier semestre 2021. Et si je dois résumer finalement cette feuille de route, l'approche RSE de la régie TF1 Pub, on peut la résumer donc en 4 grands engagements, 4 grands chantiers. Le premier qui est un enjeu de transparence, donc qui rejoint ce qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir la mesure du bilan carbone de la diffusion d'une campagne publicitaire sur nos médias, donc à savoir la télé, la radio et le digital, sur notre périmètre de responsabilité. Donc, le périmètre de responsabilité de TF1 Pub, c'est quoi? C'est l'empreinte carbone déjà du fonctionnement de la régie, l'énergie qu'on peut consommer dans nos bâtiments, les déplacements professionnels des collaborateurs, le chauffage des bureaux, l'achat de nos biens et services, etc. Et puis, c'est l'empreinte qui est liée à la diffusion même d'une campagne, donc à savoir les ad serveurs, le réseau, le stockage des fichiers. Et donc, pour ça, on s'est engagé avec un partenaire référent du marché qui va nous permettre de faire ce calcul, donc avec une calculette qui sera prête d'ici la fin du premier semestre. Alors, au-delà de la mesure, de l'enjeu de la mesure et de transparence, bien sûr, l'objectif, c'est de développer une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone de la régie. Déjà, c'est aussi pour participer aux engagements du groupe dans son ensemble, du groupe TF1. Le groupe TF1, entre 2016 et 2019, par exemple, a déjà réduit de 30% son empreinte carbone, mais on s'est à nouveau engagé à réduire de 30% nos émissions carbone d'ici 2030. Et donc, TF1 Pub fait partie intégrante de justement cette feuille de route globale du groupe. Et donc, voilà, en résumé, l'évaluation de l'empreinte carbone, c'est pour trouver des leviers de réduction de cette empreinte. Et puis, la dernière étape, c'est une fois qu'on aura réduit tout ce qu'on pouvait finalement, c'est de voir comment on peut compenser cette empreinte carbone. Deuxième enjeu pour nous et objectif de cette feuille de route, c'est aussi de créer une culture interne RSE sur ces sujets. C'est important puisque c'est des sujets qui peuvent être parfois techniques. C'est le cas, par exemple, de l'empreinte carbone. Mais c'est aussi, si on veut avoir une trajectoire de réduction de cette empreinte, comment nos collaborateurs peuvent adopter les bons gestes au quotidien, comment ce que ça va impliquer en termes de changement de pratiques ou d'outils qu'on va utiliser. C'est de faire une formation sur le long terme pour aider nos équipes à monter en compétence sur ces sujets et puis accompagner le plus possible et de manière sur mesure nos clients. Et c'est aussi en externe, on constate que nos clients de plus en plus nous demandent en tout cas de les accompagner sur ces sujets. Troisième objectif de notre feuille de route, c'est aussi en tant que leader, c'est impulser, on va dire, une dynamique collective et de contribuer bien sûr à toutes les discussions et tous les engagements de l'interprofession, mais c'est essayer de créer au niveau interprofessionnel des référentiels qui soient communs pour éviter que finalement toutes les initiatives qui sont prises par les différentes régies, on se retrouve dans quelque chose qui est un peu incompréhensible de la part du marché et du consommateur final. Donc, voilà, nous, toute notre logique, en tout cas, on sera vigilant à ne pas tomber dans un prisme, on va dire, commercial ou concurrentiel. L'idée, ce n'est pas de faire de la déflation ou de l'inflation sur nos inventaires. Ce n'est pas un atout compétitif, c'est
voilà, c'est un enjeu qui nous dépasse tous. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on partagera nos travaux dans le cadre du SNPTV pour les régies télé, dans le cadre du SRI pour le syndicat des régies Internet, voilà, pour qu'on ait des pratiques qui soient les plus harmonisées possibles sur le marché publicitaire. Et puis, enfin, je l'évoquais dans la slide précédente, même si on est déjà proactif avec des formats comme le format de publicité solidaire avec Goodid, on a une offre qui s'appelle Éco-responsable qu'on a développée avec l'ADEME, c'est aussi d'accélérer justement sur nos réponses les offres publicitaires qu'on peut proposer au marché pour mettre en valeur les produits, les messages qui font la promotion d'une consommation plus vertueuse, plus éco-responsable, plus durable. Donc, il pourra jouer soit sur l'éco-production des spots, soit sur des produits labellisés. Et tout ça, on le fait avec des parties prenantes externes, c'est important. Donc, typiquement, nos réflexions, on les mène en ce moment avec l'ADEME pour qu'ils puissent nous aiguiller sur les critères à prendre en compte, justement, sur les offres qu'on va pouvoir proposer au marché. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, nous, de l'état des lieux et de notre feuille de route côté régie et côté TF1. Merci Sébastien. Et merci à tous les intervenants. On va essayer de conclure et répondre à quelques questions, notamment qui sont arrivées. Juste un point, j'ai oublié de préciser que ma caméra ne fonctionnait pas. Alors ce n'est pas comme Vincent, un vœu de sobriété que j'ai fait, sans doute une obsolescence due à une surconsommation de visio. J'en suis désolé et je m'en excuse. Cet écran noir avec mon nom est indépendant de ma volonté. On a vu ce matin que la question énergétique du numérique était importante mais pas simple à résoudre, car plusieurs problématiques sont imbriquées. Comment instaurer une sobriété énergétique, si je reprends le terme d'Adeline, dans les développements numériques de la publicité? Comment faire de la transition numérique un levier de la transition écologique? Ce sont les bonnes questions qui nous sont posées, notamment par les pouvoirs publics et le grand public, mais aussi par voie de conséquence par tous les acteurs professionnels de l'écosystème. Comme vous le savez, actuellement, le projet de loi climat et résilience est débattu à l'Assemblée nationale jusqu'à la fin du mois. Une mission gouvernementale incitant les acteurs à aller plus loin dans leur engagement volontaire est aussi en cours. Tout concourt en fait à un seul objectif, on l'a vu, réduire l'empreinte carbone. C'est avec cet objectif et après avoir entendu les demandes de nos membres qu'on a également vu à travers le sondage réalisé avec Epidemix. Slide suivante, s'il te plaît, Myriam. Donc c'est avec cet objectif et après avoir entendu les demandes de nos membres qu'on a également vu à travers le sondage d'Epidemix. Deux chiffres marquants, un quart ont exprimé un besoin d'accompagnement et un tiers n'ont pas prévu de réduire leur impact carbone à court terme. Autant de raisons, en quelque sorte, pour lesquelles le conseil d'administration de l'IAB France a dressé une feuille de route climat avec un double objectif, accompagner nos membres sur le sujet de la mesure et de la réduction de l'empreinte carbone, mais aussi travailler sur la trajectoire avec les autres associations, dans le cas notamment de la filière communication dont l'IAB France est membre, et bien sûr en concertation avec l'ensemble des pouvoirs publics. Il est donc prévu au sein de la Task Force RSE de dresser un benchmark sur la méthodologie et les acteurs de la mesure carbone et de mettre en avant un référentiel qui soit juste et les bonnes pratiques, notamment des quick wins à court terme en matière de format et de process pour réduire leur impact, comme on l'a vu avec Marion et Impact Plus notamment. L'idée est donc d'apporter des pistes et des solutions à nos membres, mais aussi à l'industrie au sens large, de façon pragmatique et pratique. Voilà, donc maintenant, je vous propose d'aborder, dans le temps qui nous reste, sachant que nous avons un petit peu débordé les questions-réponses. Nous avons notamment une question qui concerne les pays africains. Nous savons que les pays africains, encore plus ou moins écologiques du fait du retard sur le développement, ces pays se battent aujourd'hui pour avoir un accès illimité à la technologie, pendant que le reste du monde parle de responsabilité écologique. C'est vrai qu'il peut y avoir un décalage. Y a-t-il un programme de transition écologique pour ces pays qui aspirent à la révolution technologique et numérique? Je propose, je crois, à Adeline, que tu as des éléments pour répondre. Oui, alors je n'ai pas d'éléments extrêmement précis sur les
les stratégies de transition écologique de tous les pays africains. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ordre de grandeur. Si on prend le sujet du climat, du réchauffement climatique avec les émissions de gaz à effet de serre, clairement, le poids, l'énorme majorité des émissions, elle est portée par les pays riches aujourd'hui, et dans les pays riches, par les populations les plus riches. Donc, ce n'est clairement pas les pays africains qui sont responsables de la dette de CO2 qu'on a aujourd'hui. Et je pense que dans cette optique justement de sobriété numérique, en fait, ce qu'on peut souhaiter, c'est au contraire le développement, la connexion de l'ensemble des populations mondiales au numérique, parce que c'est quand même un outil fantastique, et notamment qui va nous aider aussi dans la transition écologique, même si il ne faut pas parler de... la technologie n'est certainement pas la solution à tout, mais en tout cas, c'est un outil de développement et de collaboration et de partage des connaissances incroyable. Et donc, dans cette perspective-là, il faut peut-être se dire que justement, c'est aux pays les plus riches d'adopter des attitudes plus sobres pour qu'on puisse en avoir pour tout le monde. Et je pense que certains pays africains, justement, sont plutôt des modèles en termes de frugalité, parce que je crois beaucoup que l'avenir, ça va être un mélange de high-tech et de low-tech. On ne va pas revenir à l'âge de pierre, à la bougie, au monde amiche. On va conserver du numérique, mais peut-être de façon beaucoup plus raisonnée pour les bons usages. Et en fait, certains pays africains sont hyper en avance sur certains pays européens sur des usages comme le paiement sur téléphone mobile. Ces pays-là ont été beaucoup plus vite dans certains usages avec le mobile notamment. Donc, il n'est pas juste de dire que ces pays-là sont hyper en retard dans le digital. Et il y a certainement des modèles intéressants, justement, sur lesquels s'inspirer sur ce mélange d'utilisation du numérique pour transférer de l'argent, acheter des choses, communiquer, et en même temps avec des moyens réseau qui sont beaucoup plus frugaux que les nôtres. On peut faire beaucoup de choses avec de la 3G. Enfin, on n'a pas besoin de 5G en fait pour avoir des usages numériques déjà intéressants. Et en termes de développement de tout ce qui est équipement, finalement, ce sera plus intéressant d'équiper, de connecter toute la population mondiale qui n'est pas encore, mais de s'interroger en même temps sur la nécessité de développer tous les objets connectés. Il y a des objets connectés qui vont être très intéressants dans le cadre de l'optimisation des process industriels, etc. Mais en fait, dans les années qui viennent, la moitié des équipements numériques, ça va être des objets connectés. Donc, est-ce que vraiment avoir un pèse-personne connecté ou un frigo connecté, ça va être hyper intéressant. Voilà. Donc, je pense qu'il y a justement des exemples à trouver du côté des pays du Sud pour avoir un usage plus raisonné chez nous. Et la réflexion doit être effectivement s'envisager sur un plan mondial et pas seulement local, spécifiquement en France ou en Europe. En tout cas, effectivement, c'est une bonne réflexion. Sinon, on a une question ou deux questions, je dirais, sur la partie de la mesure en quelque sorte. Donc, c'est plus, je pense, pour Marion notamment. Un spectateur anonyme posait la question: il serait intéressant d'en savoir plus sur les pratiques actuelles, sur les mesures, périmètres de la chaîne de valeur étudiée, le scope considéré, les méthodes de reporting utilisées. Je ne sais pas, Marion, si tu as apporté des éléments de réponse. Oui, bien sûr. Et je vois qu'il y en a une dernière aussi. Je pense qu'on peut lier les deux. Tout à fait. Alors, pour le périmètre et le scope, je vais parler de nous, ce qu'on fait chez Impact Plus. Donc, Impact Plus est spécialisé, en tout cas, sur le numérique. On ne mesure pas les autres leviers. Pourquoi sur le numérique uniquement, en tout cas pour le moment? Parce que c'est un écosystème qui est très complexe. Et donc, il faut une approche et une méthode qui soit spécifique et surtout adaptée à la complexité
de cette industrie-là, entre les différentes technologies de diffusion, entre donc tout cet écosystème. Et donc pour ça, nous, on a développé une solution qui va venir s'interfacer, en tout cas avec les outils d'achat existants, pour ensuite, on l'a vu, eh bien, piloter, et c'est la réduction. Puisqu'aujourd'hui, et ça répond aussi à la dernière question, si on a uniquement un impact global sur un poids moyen, en tout cas un impact carbone d'une campagne, sans avoir de granularité derrière, on ne pourra pas réduire puisqu'on ne va pas pouvoir déterminer quels sont les postes d'émission et comment on va pouvoir les travailler. Et donc, c'est bien avec cette approche-là qu'on va pouvoir piloter sur ces KPI environnementaux. Et donc, au niveau des scopes, en tout cas, qu'on doit prendre en compte, c'est-à-dire travailler chaque campagne, chaque plan média, mais aussi l'approche sur chaque partenaire de manière indépendante. Pourquoi ? Parce que de campagne en campagne, ce n'est pas les mêmes assets qui vont tourner. Et même au sein d'un même plan média, ça ne va pas être les mêmes assets. Donc, c'est-à-dire que l'impact déjà au niveau des messages créatifs, il est à la fois différent d'un plan à l'autre, mais il va être différent aussi selon comment la techno de diffusion va, elle, derrière, recompresser avec sa propre technologie. Et donc ça, c'est des points qui doivent être pris importants et qui doivent être pris de manière totalement différenciée. Et derrière, il y a aussi toute cette brique contexte de diffusion que nous, on prend en compte. Donc les contextes de diffusion, c'est finalement, effectivement, la volumétrie de la campagne, mais où c'est diffusé, comment c'est diffusé, sur quel device, via quel type de connexion, et à quel moment va être diffusée la publicité. Je parlais tout à l'heure d'intensité carbone. Cette intensité carbone, elle varie de jour en jour au cours de l'année. Par exemple, entre le meilleur jour de l'année et le moins bon jour, il peut y avoir 80% de différence, et même au cours d'une journée. Et donc, toutes ces variables-là vont nous permettre d'avoir, en tout cas, une approche qui sera au réel diffusé, puisqu'on ne peut pas utiliser de moyenne sur le numérique, puisque chacun fonctionne de manière totalement différente. Donc voilà pour en tout cas, les différents périmètres qu'on prend en compte. Et effectivement, cette approche, pour répondre à la dernière question, du coup, cette approche granulaire, elle est nécessaire pour activer, en tout cas, et piloter à la réduction, qui, on l'a vu, est l'objectif principal de la trajectoire. Merci Marion. Effectivement, on parle de média planning, mais on peut parler en t'écoutant de moment planning, moment planning en la matière, puisque ça joue un rôle important dans l'impact énergétique. Je vous propose à tous de nous quitter sur ces éléments-là. Nous n'avons pas de nouvelles questions complémentaires. En tout cas, merci à tous d'être encore aussi nombreux à nous suivre. Vous avez été plus de 130 personnes sur le call, donc c'est un vrai succès. Vous retrouverez bien sûr le replay disponible sur le site de l'IAB France, mais également la présentation et également le résultat de l'étude complète qui a été présentée, en tout cas certains chiffres, éléments clés ont été présentés par Guillaume et Farah. Et donc je vous dis encore une fois, c'est une première en tout cas pour l'IAB cette thématique, mais nous allons donc l'aborder tout au cours de l'année qui vient au sein de l'association. Merci à vous. À très vite et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des commentaires à nous faire. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Et merci Myriam. Et merci à vous également tous les participants et acteurs de la Task Force.